Et la semaine dernière, je vous avais laissé sur ce programme électoral choc proposé par Philippe de Villiers et qui pourrait sinon redresser la France, au moins donner un coup bien violent à cette gabegie bureaucratique et politique qui nous gouverne depuis bientôt 8 ans. Sauf que comme on l'a vu aux dernières législatives, le peuple français est facilement manipulable et peut se faire indéfiniment avoir, comme le souligne le géopoliticien Jean-Loup Bonamy. D'ailleurs, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai pensé la semaine dernière, vous savez, sur les réseaux sociaux et sur Internet, dans les médias même, les gens se sont beaucoup moqués de Anne, une femme qui avait été escroquée par un faux Brad Pitt et avait donné 800 000 euros à un homme qui lui a fait croire qu'elle était Brad Pitt. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on s'est moqué de cette pauvre femme, on rigole de cette brave dame, mais il y a quand même des millions de Français qui se sont fait escroquer par un faux Mozart de la finance qui leur a laissé 3 000 milliards de dettes, pas 800 000 euros comme Anne, 3 000 milliards de dettes escroquées par, je cite, le Mozart de la finance qui se présentait comme tel. Bon. Et en plus de nous manipuler, ce pouvoir s'est permis des choses absolument scandaleuses selon 2 journalistes du Monde qui viennent de publier une enquête accablante sur le Covid et qui racontent comment Macron et son équipe ont tenté de bloquer toutes les investigations qui pourraient leur nuire. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui, a essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Même des SMS, vous parlez des SMS. Alors comment ils ont essayé de bloquer ? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même étant protégé par l'immunité ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche ses collaborateurs peuvent l'être et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte. En fait, on va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction. Eh bien, c'était qui, Richard Ferrand ? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. Et le vidéaste Juste Milieu est revenu sur le contenu de ce bouquin qui semble explosif, mais pointe la léthargie du peuple français qui laisse tout passer. On va agiter devant vous ce qui devrait créer une révolution et vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire parce que vous êtes des clébards. Vous êtes des clébards, vous ne prenez même pas la peine de lire les preuves qu'on vous met sous les yeux. Et c'est ce que je voulais faire, les amis. Je voulais faire cette vidéo le plus vite possible pour vous montrer qu'ils nous mettent les preuves sous les yeux. Tout est là, tout est là. Les partis d'opposition peuvent lire ça et peuvent saisir, peuvent faire des procédures en destitution. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et c'est pour ça que des guignols comme moi sont là pour vous dire, ils nous mettent les preuves sous les yeux, je vais perdre mon temps, je vais les lire et je vais vous les raconter. Pour expliquer que de Mélenchon à Le Pen, si rien n'est fait malgré ça, c'est que ce sont des ordures. Ce sont des escrocs, en fait. Tout bonnement. Parce que ça vaut une procédure en destitution. Un président de la République qui a donné des éléments de langage à des gens qui devaient témoigner sous serment concernant le Covid, pour cacher des choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Donc désormais, une fois de plus, j'attends de nos partis d'opposition, quels qu'ils soient, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je tirerai mon chapeau, j'en parlerai dans Juste Milieu, et j'applaudirai le moindre représentant politique qui s'engagera dans cette démarche, de visibiliser ça et de dire nous devons virer ces ordures qui sont au pouvoir. Et s'ils ne le font pas, c'est de la complicité. Et en plus de nous manipuler et de tenter de se protéger, cet État obèse s'octroie des privilèges dignes de la noblesse d'avant la Révolution. Des privilèges listés par le journaliste Marc Menant sur CNews, qui commence par pointer ceux des anciens présidents de la République. Le président de la République, une fois qu'il perd ses fonctions, il gardera un secrétariat. Pendant 5 ans, 7 personnes. Au bout de 5 ans, c'est 3 personnes. À vie, ça sera un chauffeur, une voiture. Il aura également un appartement d'au moins 80 mètres carrés. Et de façon organique ou logique d'entraînement, il devient membre du Conseil constitutionnel à 13 500 € par mois. Alors, il n'est pas obligé de siéger et à ce moment-là, il ne le touche pas. Et vous vous rendez compte de tous ces avantages. Et Marc Menant continue en listant cette fois les avantages des anciens premiers ministres. Alors les premiers ministres, on est dans cette logique-là.
les premiers ministres, pendant des années, continuent à avoir toute une organisation, un secrétariat, un agent qui les accompagne, et à vie. Alors jusqu'à 67 ans. À partir de 67 ans, ils n'ont plus ces avantages-là. En revanche, passé 67 ans, on garde la voiture, on vous paye le carburant, on vous paye l'assurance, on vous paye l'entretien et le chauffeur. Mais il n'y a pas que les premiers ministres. Vous avez également les ministres de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Vous vous rendez compte de cette folie qui consiste parce que pendant un certain temps, soit vous êtes engagé pour le pays, soit vous avez dépensé une énergie fabuleuse, mais néanmoins, vous jouissez d'avantages colossaux. Et le dernier point, M. Cazeneuve, l'année dernière, entre 2023, il a coûté à l'État 201 387 €. Monsieur De Villepin, 197 540 €. Monsieur Raffarin, 160 576 €. Et alors, Madame Édith Cresson, elle continue toujours à avoir des avantages de ses fonctions, alors qu'elle n'a pas été Premier ministre très longtemps. Et nous, pauvres gueux que nous sommes, nous devrons, comme toujours, nous plier aux exigences de ces politiques jusqu'à la prochaine goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, Macron l'avait bien senti passer en 2018 avec les Gilets jaunes. Mais cette fois, avec l'arrivée de cette mesure scélérate que sont les zones à faible émission, l'histoire risque bel et bien de se répéter. Donc oui, c'est liberticide, parce que vous avez des gens qui, du jour au lendemain, comme ça, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, s'il y avait des verbalisations par radar, seraient verbalisés parce qu'ils emmènent leurs gamins à l'école, parce qu'ils vont travailler. Une France qui décide d'interdire aux Français d'aller travailler, il y a de quoi quand même se poser des questions. On est d'accord. Comment c'est appliqué ? Il y a des lectures de plaques pour l'instant ? Pour l'instant, on n'a pas encore ces radars. Mais quand ils vont arriver, comment ça va fonctionner ? Lecteur automatique de plaques d'immatriculation, comme le stationnement dans les grandes villes. C'est-à-dire, vous allez être flashé systématiquement. Et ça sera pas un flash, hein. Si vous faites si vous passez devant 3 radars dans la journée, ça sera 3 fois la sanction applicable. Donc ces zones à faibles émissions, que je dénonce depuis maintenant leur vote en 2019, c'est véritablement la plus grande bombe à retardement social qui existe en France. Et il n'y a pas que sur l'écologie qu'une certaine déconnexion dicte sa loi. L'immigration aussi n'y échappe pas, comme nous l'a parfaitement montré le criminologue Alain Bauer, incapable de répondre clairement à une question pourtant cruciale sur les origines des vagues migratoires devant Pascal Praud sur CNews. Nous avons accueilli des vagues migratoires innombrables pendant des milliers d'années. Mais avec pourquoi un vous dites seul ça, des milliers d'années? Alors, sous Louis XIV, les vagues migratoires... On allait même les chercher à l'extérieur. C'est quoi l'expansion géographique? Mais pardonnez-moi, sous Louis XIV, quelle est la vague migratoire? Tout ce qu'on a récupéré en conquête et annexion avant de se le faire reprendre. Nous avons récupéré des possessions... il y avait des vagues migratoires dans Paris, des gens qui arrivaient, mais en fait, Paris est une ville qui a jamais... franchement, Alain... Pardon, hein. Vous êtes en général extrêmement cultivé, précis et documenté. Mais dites-moi, au XVIIIe siècle, où les gens arrivent? Mais à Paris, à Lyon et à Marseille. Non, mais quelles vagues migratoires viennent d'où? Mais elles viennent de partout, puisque... Mais d'où? Nous occupons les Antilles. Nous occupons... Il n'y a pas de Noirs dans la société française au XVIIe siècle. On est sur la période de l'esclavage, enfin, ils vont quand même pas... Ce sont des esclaves, enfin, ils vont pas venir d'eux-mêmes, enfin, ils sont transportés ici au titre de l'esclavage. Qui vous dit qu'ils sont volontaires? Non, mais vous dites des vagues. Vous comparez des milliers en plus. Pardonnez-moi, déjà, il y a la même religion, ce qui est quand même une différence fondamentale. Pas toujours. Je vous rappelle qu'on a un petit sujet protestant dans ce pays quand même. Oui, on a eu un sujet cathare. En fait, c'est pour ça qu'en fait on y arrive. Mais c'est pas du relativisme. Mais ça s'appelle. Mais ce discours-là, en fait, c'est ce discours-là qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Et autre exemple de déconnexion sur RTL, Yves Calvi a tenté de nous ressortir cette fable des métiers que les Français ne voudraient plus faire, comme éboueur, ouvrier ou plongiste. Heureusement, Sarah Knafo était là pour le recadrer. Qui va remplacer tout le travail qu'ils font, par exemple, dans notre pays. À chaque fois que j'entre dans un restaurant, la moitié du personnel qui est en cuisine, je ne sais pas s'il est déclaré, mais en tout cas, il n'est certainement pas français et il est venu chercher du travail que nous ne faisons plus.
Si je puis me permettre, Monsieur Calvi, vous n'allez au restaurant qu'à Paris, parce que je vous invite à aller au restaurant dans d'autres villes de France et vous y verrez que les Français font tout à fait ce travail. Il ne faut pas mépriser les Français, vous savez, en faisant croire que ce seraient des fainéants indignes des tâches qu'on devrait donner qu'à des immigrés. C'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de restaurant français avant qu'il y ait une immigration incontrôlée et massive. Dans les années 60, vous pensez que les restaurants ne tournaient pas en France? Et dans le bâtiment, vous n'avez pas l'impression que la présence des Français est assez faible? Donc on a construit la France depuis 10 siècles uniquement avec les immigrés. Avant, on ne savait pas faire le bâtiment. Notre-Dame de Paris, c'est des Marocains et des Algériens qui l'ont construit. Vous pensez qu'on a construit comment notre pays? Comment on a construit nos routes? C'est uniquement des immigrés qui sont venus faire ça? Et quand cette élite qui se croit tout permis est contredite par une figure comme Donald Trump, elle répond par la censure, ou ce qu'on appelle en Belgique le cordon sanitaire. La preuve en direct avec la patronne de la RTBF qui diffuse son discours en différé de peur de banaliser des propos d'extrême droite. Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure. Évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure. Et bien évidemment, cette censure à peine croyable n'a pas échappé à Philippe de Villiers. Hilarant et pathétique. Et ça, évidemment, je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais lu Orwell. Je comprenais pas Orwell. Je me souviens, un jour, j'avais dit à mon père, il exagère, c'est n'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. Mais ça y est, on y est, les 2 minutes de la haine. Bon, la première puissance du monde, quand même. Et alors, première réflexion, c'est le commentariat officiel du Belgiquistan. Puisque la Belgique, ça y est, c'est presque réglé. L'islamisation de la Belgique, c'est presque irréversible. Donc, on voit l'ambiance. Et ensuite, il faut comprendre le propos. Se mettre un instant à la portée de cette personne éminente d'une parfaite bonne foi. Qu'est-ce qu'elle dit au fond? Elle dit, il faut faire un exercice de salubrité publique. Mettre à l'abri les ploucs et les beaufs qui comprennent rien et qui sont influençables, les mettre à l'abri. Comme on fait avec les pompiers pour un accident de la route très grave, on met des tentes tout autour pour que personne ne voit rien, quoi. Donc on met une tente autour de Trump en disant on laisse parler le monstre. En fait, l'Amérique de Trump, elle a mauvaise haleine. Et si l'on devait personnifier cette caste médiatico-politique qui se croit encore une fois tout permis, je sélectionnerais volontiers le comédien Jacques Weber, qui a osé comparer Trump au nazisme tout en balançant des menaces de mort sans être une seule seconde recadré par la journaliste qui l'écoute religieusement. Moi, je suis absolument sidéré, estomaqué par l'aphasie qu'il y a autour de Trump, par la façon dont les gens acceptent. Moi, j'entends dans la rue, dans les bistrots, partout, oh bah finalement, il va faire bouger les choses, oh bah finalement, il va relever l'économie. Mais il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue, un danger absolu non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. Mais au nom de Dieu, mais réveillons-nous, il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. Ne pesons pas nos mots. Je sais bien que la diplomatie est obligée de faire attention, mais c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. Voilà, et en attendant la chute de cette caste nuisible, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, tenez bon.